Imaginons une seconde la scène suivante. Un enfant, ou même un adulte d'ailleurs, se fait diagnostiquer un trouble sévère de l'attention. Mhm. On lui prescrit des traitements lourds, on tente de le canaliser, enfin de le faire rentrer dans un moule pendant des années. Ouais, une approche très classique, malheureusement. Et pour finalement, au détour d'une consultation, faire une découverte vraiment stupéfiante, son cerveau n'a en fait jamais dysfonctionné. C'est ça. Il fait simplement tourner un système d'exploitation si rapide, si incroyablement complexe, que le reste du monde lui donne l'impression de tourner au ralenti. Le problème n'était pas la machine, quoi, c'était l'incompatibilité totale des logiciels. Absolument. C'est une réalité clinique absolument vertigineuse. Et cela nous amène directement au cœur de notre exploration en profondeur aujourd'hui. Exactement. Nous plongeons dans un phénomène qui fascine autant qu'il agace, en fait, et qui est paradoxalement de plus en plus mal compris à mesure qu'il est surmédiatisé. Oui, nous parlons du haut potentiel, ce fameux HP. Et la mission de notre échange aujourd'hui, pour quiconque nous écoute, c'est vraiment de déchirer cette couche de clichés qui entoure le terme. Il le faut, oui. Il faut oublier d'urgence l'image d'Épinal du petit prodige à lunettes qui calcule des orbites planétaires de tête. Ouais, ou à l'inverse, cette idée reçue de l'hypersensible qui serait condamné à pleurer à la moindre contrariété. Exactement. Ce que nous allons explorer, c'est une véritable architecture cérébrale, une ingénierie neurologique complètement différente. Parce que c'est véritablement de cela qu'il s'agit au fond. Une manière fondamentalement distincte de percevoir les stimuli, de traiter l'information massive qui nous entoure. Mhm. Et de se connecter à son environnement, ce n'est pas juste, avoir plus d'intelligence au sens purement quantitatif. Non, c'est une intelligence qui se déploie autrement. Et cette discussion l'a pensée comme une boussole pour notre auditoire. Une boussole, oui, le mot est très juste. Elle s'adresse à toutes les personnes qui se sont toujours senties en décalage perpétuel, comme si elles n'avaient pas reçu le même manuel d'instruction sociale que les autres. Et elle s'adresse aussi à ceux qui accompagnent ces esprits singuliers. Les parents, les enseignants, les thérapeutes. La mission est claire. Comprendre le haut potentiel sans le pathologiser, sans en faire une maladie, mais sans non plus le mythifier en super-pouvoir. D'accord? Décortiquons un peu tout ça. Pour vraiment saisir la nature du haut potentiel, il faut comprendre pourquoi la vieille méthode pour le mesurer est aujourd'hui en train de s'effondrer. Ah, on parle évidemment du sacro-saint quotient intellectuel, le QI. Exactement. Le fameux QI. Et l'évolution historique de ce concept, elle est très révélatrice de nos biais sociétaux. Pendant près d'un siècle, on est resté bloqué sur une vision extrêmement stricte, Presque industriel de l'intelligence, non? mais totalement industrielle. On se basait sur l'échelle de Wechsler et la règle clinique était implacable. Elle était binaire, un score de 130 ou plus, et la personne obtenait le label officiel. Et à 129, non. Terminé. Voilà, à 129, vous n'êtes rien. C'était une ligne de démarcation complètement arbitraire. Sauf que ce test de QI classique, en fait, il ressemble à un radar de vitesse sur une autoroute. Comment ça? Il mesure très bien la fulgurance du raisonnement logique, la capacité d'abstraction mathématique, la vitesse de traitement, Ouais. mais il est totalement aveugle au paysage autour. Il ignore le moteur émotionnel, la carrosserie sensorielle, la manière dont le conducteur interagit avec les autres véhicules. C'est une métaphore très juste. Le test de QI classique laisse dans l'ombre des pans immenses de la cognition humaine. C'est fou quand on y pense. Et c'est pourquoi la pratique clinique moderne s'appuie désormais sur des bilans beaucoup plus exhaustifs, en fait. Des bilans émotionnels et qualitatifs. Donc on ne cherche plus seulement un chiffre. Non, on cartographie un territoire. On va évaluer, par exemple, le quotient d'empathie, pour comprendre la perméabilité de la personne aux émotions d'autrui. Et la sensorialité aussi, j'imagine. Exactement, on observe le quotient de sensorialité, car ces architectures cérébrales présentent très souvent une hyper-réactivité physique. Ah oui, au bruit, aux lumières crues. Ouais, ou même à certaines textures de vêtements, tu sais, l'étiquette qui gratte et qui devient insupportable. Et l'intuition dans tout ça. On s'y intéresse aussi. L'intelligence intuitive, c'est cette capacité fascinante à faire jaillir une solution complexe sans pouvoir expliquer consciemment les étapes intermédiaires qui y ont mené. Mais attends, il y a un piège énorme ici et il faut qu'on en parle. Vas-y. Si l'on commence à dire que l'intelligence, ce n'est plus juste la pure logique mathématique, mais que c'est aussi le fait d'être gêné par la lumière des néons, ou de ressentir fortement les émotions d'un collègue ou d'avoir de l'intuition, est-ce qu'on ne tombe pas directement dans l'effet Barnum ? Ah, la fameuse critique de l'effet Barnum. Bah oui, une sorte d'horoscope géant et flatteur où absolument n'importe qui peut piocher un trait de caractère un peu vague et s'autoproclamer haut potentiel par simple complaisance narcissique.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette critique est tout à fait légitime, mais elle méconnaît la rigueur clinique du diagnostic, en fait. C'est-à-dire? L'étiquette HP en elle-même n'a strictement aucune valeur. Elle ne sert à rien si elle n'éclaire pas un fonctionnement réel et systémique. Le but n'est pas de distribuer des médailles, quoi. Absolument pas. Si les cliniciens incluent l'hyperesthésie sensorielle ou l'empathie fulgurante, ce n'est pas pour faire plaisir. Non! C'est parce que l'imagerie médicale et l'observation clinique montrent que ces traits cohabitent de manière structurelle. Ils forment un vrai cluster, un ensemble indissociable chez ces individus. D'accord, c'est un package complet. Et d'ailleurs, il faut vraiment tordre le cou à un mythe persistant. Non, le haut potentiel n'est pas synonyme de souffrance obligatoire. Ah, c'est important de le souligner, on a souvent cette image du génie maudit. Exactement. Mais statistiquement parlant, une immense majorité des personnes HP vont très bien, elles sont intégrées et épanouies. Ouais. Si le profil menait inexorablement à la dépression, il figurerait dans le manuel des troubles psychiatriques. Ce qui n'est pas le cas. Très bien. Donc, si ce n'est ni un simple score sur un bout de papier, ni un horoscope psychologique, ni une maladie, Mhm. que se passe-t-il concrètement à l'intérieur de la boîte crânienne? Il faut qu'on ouvre le capot, là. Allez, on ouvre le capot. Quelle est la mécanique interne qui justifie cette différence d'intensité? Sous le capot, les neurosciences nous montrent des différences de câblage très nettes. Par exemple? La première, c'est le déficit d'inhibition latente. Oula, ça sonne très technique. Pour faire simple, le cerveau dit neurotypique possède un filtre automatique géré par le cortex préfrontal. Ok. S'il y a une horloge qui fait tic-tac dans la pièce, le cerveau neurotypique l'entend une fois, classe le son comme non menaçant et inutile et le coupe. Il l'efface de la conscience, en gros. Exactement. Le cerveau à haut potentiel, lui, a un filtre extrêmement poreux. Il va continuer d'entendre le tic-tac de l'horloge avec la même intensité, tout en écoutant la conversation, Waouh. tout en remarquant la variation de lumière dehors et en ressentant la texture de la chaise. Tout arrive sur le même plan d'importance simultanément. C'est un peu comme un ordinateur surpuissant, mais qui aurait, je sais pas, 50 onglets de navigateur ouverts en même temps, C'est une excellente image. avec des vidéos en haute définition et des programmes de calcul lourds qui tournent en arrière-plan sur chaque onglet. Mhm. Contrairement à un ordinateur classique qui ouvrirait et fermerait proprement une seule tâche à la fois. Absolument. Et si l'on pousse cette analogie de l'ordinateur, on comprend très vite le problème de l'épuisement. Ah bah la batterie doit fondre à vue d'œil. C'est ça, la machine fait tourner ses 50 onglets avec une virtuosité incroyable, ce qui permet des connexions d'idées que personne d'autre n'aurait faites. Mais la mémoire vive, la RAM, est saturée en permanence. Et s'il n'y a pas un système de refroidissement adapté? C'est le crash complet du système. C'est ce qui explique la fatigue sensorielle massive que ces personnes ressentent après une simple journée dans un environnement bruyant, comme un open space. Ouais, c'est logique. Et cette histoire d'onglets multiples, ça explique parfaitement ce concept central de la pensée en arborescence, non? Tout à fait, par opposition à la pensée linéaire. C'est un peu le cœur du réacteur, cette arborescence? Exactement. La pensée linéaire neurotypique fonctionne comme une ligne de train. On part d'une gare A, on s'arrête à la B, puis à la C pour arriver à la conclusion D. C'est prévisible et structuré. Mais la pensée en arborescence, c'est une explosion en réseau. C'est-à-dire? Le point A évoque instantanément 10 points B, qui évoquent chacun 10 points C. Ah oui, d'accord. Penser à une simple pomme peut déclencher en 3 secondes une réflexion sur la loi de la gravité, qui mène à la course à l'espace, qui mène aux tensions géopolitiques de la guerre froide. Et ça finit sur une réflexion sur la nature humaine, j'imagine. Voilà, exactement. Ce qui doit être terrifiant pour un professeur qui a juste demandé de quelle couleur était la pomme. Ah oui, ça déroute complètement l'entourage. D'ailleurs, cette arborescence explique des comportements vus de l'extérieur comme des défauts majeurs. On reproche souvent à ces esprits de procrastiner, de tout repousser. C'est le fameux syndrome d'Archimède dans son bain. Ah, ce syndrome-là est fascinant. Vu de l'extérieur, cela ressemble à de la paresse chronique ou à une désorganisation pathologique. La personne semble ne rien faire face à un projet complexe. Elle a l'air de fixer du vide, quoi. Mais à l'intérieur, la mécanique tourne à plein régime. Le cerveau collecte frénétiquement des centaines de données disparates en arrière-plan. Il refuse de commencer l'exécution tant que l'architecture globale du concept n'est pas parfaite dans son esprit. C'est exactement ça. Et soudain, quand toutes les pièces du puzzle s'emboîtent, c'est l'instant Eureka. Et là, la personne passe à l'action. Oui, et elle réalise en 2 heures un travail qui prendrait 3 jours à quelqu'un d'autre. C'est impressionnant, et c'est là que le rôle de l'entourage devient crucial pour ne pas briser ce mécanisme. Il y a cette anecdote tirée de nos sources, d'ailleurs. Ah oui, l'histoire de Mélina. Exactement. Mélina, une développeuse informatique de 28 ans. Enfant, son cerveau en arborescence produisait littéralement 100 questions par jour.
100 questions par jour, imagine un peu. Le moindre détail du quotidien devenait le point de départ d'une enquête sans fin. Face à cette avalanche, beaucoup de parents auraient fini par craquer. Par crier, ça suffit, tais-toi, oui. Mais son père a eu une réaction fondatrice. Quand l'arborescence de Mélina l'emmenait sur un terrain où il n'avait pas la réponse, il ne la bloquait pas. Il lui disait simplement qu'ils allaient chercher la réponse ensemble le lendemain. Et l'attitude de ce père est vitale, car il valide le système d'exploitation de sa fille. Il ne lui dit pas que sa façon de penser est un problème à corriger. Il lui offre un espace sûr. Il lui fournit un cadre sécurisant pour explorer cette arborescence. Et quand ce terreau est favorable, le potentiel devient un moteur créatif exceptionnel. Et à l'inverse, si c'est répressif. Eh bien, l'enfant intègre l'idée que sa nature profonde est défectueuse, et il commence à se faner, tout simplement. Ce qui nous propulse directement vers un problème monumental. Si cet enfant grandit avec ce cerveau sans filtre, fonctionnant à 50 onglets par seconde, Ouais. comment est-il humainement possible de survivre à une banale réunion de travail, à un open space bruyant ou à la complexité des règles sociales? C'est très difficile. Ce décalage doit générer une friction permanente avec le reste du monde, Une friction qui est la source principale de leurs difficultés à l'âge adulte. en entreprise notamment. Le monde neurotypique dans lequel nous évoluons tous repose sur un immense réseau de communication implicite. Les fameux codes sociaux tacites. Voilà, il y a des non-dits, des réunions où l'objectif officiel n'est absolument pas l'objectif réel, des jeux de pouvoir invisibles. Et pour un cerveau HP, comment c'est perçu? Pour un cerveau HP qui capte toutes les micro-expressions, qui détecte instantanément les incohérences logiques et qui a un besoin viscéral de vérité et de sens explicite, ce théâtre social apparaît souvent comme absurde, hypocrite, voire carrément violent. Et pour ne pas être jeté, pour ne pas être constamment pointé du doigt comme ceux qui posent trop de questions ou qui sont trop intenses, Ouais, ils vont s'adapter. ils vont développer une stratégie de survie psychologique. Le masquage, la suradaptation. C'est un mécanisme de défense redoutable et destructeur en fait. Ah oui, destructeur. Totalement. La personne à haut potentiel va consciemment observer les règles neurotypiques et créer un algorithme social pour les imiter. D'accord. Elle va ralentir volontairement son débit de parole, étouffer ses propres idées pour ne pas froisser son supérieur, simuler un intérêt pour des conversations mondaines qui lui paraissent d'une vacuité abyssale. Mais émuler un système d'exploitation qui n'est pas le sien, ça demande une puissance de calcul faramineuse. C'est épuisant. Ce masquage perpétuel, ce perfectionnisme dans le fait de paraître normal, ça draine toute leur énergie vitale. C'est une autoroute directe vers l'épuisement silencieux, le burn-out. Ou son pendant par l'ennui, le bore-out. Il y a d'ailleurs ce témoignage très représentatif d'un étudiant HP en classe préparatoire. Oui, très frappant ce témoignage. C'est pourtant l'archétype du milieu d'élite intellectuel. Il réussit brillamment ses concours, ses professeurs l'encensent, ses parents sont ravis. Le cadre idéal en apparence. En apparence, oui. Pourtant, en consultation, il avoue avec une lucidité glaçante que, à l'intérieur, ça sonne totalement creux. Un étudiant neurotypique verrait ses années de prépa comme un simple sacrifice utilitaire. Tu sais, un mauvais moment à passer pour obtenir un diplôme prestigieux. Bien sûr. Mais lui refuse catégoriquement l'idée de vivre sa vie comme une simple succession de tâches mécaniques dépourvues de signification profonde. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si l'on relie ça à une vision plus globale, on réalise une chose fondamentale en fait. Le problème central n'est absolument pas le profil cognitif en soi. Ce n'est pas le HP le problème. Non. Le véritable problème, c'est l'inadéquation violente entre une soif d'absolu, de cohérence et de sens, et des environnements éducatifs ou professionnels qui récompensent avant tout l'obéissance aux procédures. La répétition et l'exécution aveugle, quoi. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Imagine un instant que cet effort monumental d'adaptation, ce masquage dont nous venons de parler, doivent s'opérer alors même que le cerveau doit gérer une autre spécificité neurologique en parallèle. C'est ce qui crée des situations cliniques quasi indétectables. Ah, nous entrons ici dans le territoire fascinant et complexe de la double exception, ou double exceptionnalité. C'est quoi exactement ? C'est le cas de figure, très fréquent d'ailleurs, où le haut potentiel cohabite avec un trouble neurodéveloppemental. Du genre ? Cela peut être un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH. D'accord.
Cela peut être des caractéristiques du spectre de l'autisme ou bien des troubles des apprentissages sévères comme la dyslexie ou la dyspraxie. Donc on a, au sein du même cerveau, un moteur de Formule 1 couplé à des freins de bicyclette ou à un volant qui bloque. C'est une excellente image. Mais comment ces deux forces interagissent-elles? L'une annule-t-elle l'autre? Eh bien, c'est tout le danger des erreurs de diagnostic, car ces deux forces vont passer leur temps à se masquer mutuellement. Ah, elles se cachent l'une l'autre. Oui, la mécanique est prodigieuse. Prenons un enfant dysorthographique sévère, mais doté d'un haut potentiel. Ok. Sa puissance de raisonnement logique et sa mémoire arborescente vont lui permettre de déduire l'orthographe des mots par la pure logique étymologique. Ou de retenir visuellement des phrases entières, j'imagine. Exactement. Il compense tellement bien avec son cortex préfrontal qu'il réussit ses dictées. Les professeurs ne voient rien. Mais l'effort cognitif invisible pour y parvenir est tel qu'il rentre chez lui dans un état d'épuisement total. C'est ça, on admire sa réussite en ignorant totalement le trouble qu'il ronge de l'intérieur. Et à l'inverse, l'autre spécificité peut complètement dissimuler l'intelligence. L'exemple de Lucas, un jeune garçon de 10 ans, illustre ce mécanisme clinique à la perfection. Oui, le cas de Lucas est très classique. Dans la salle de classe, Lucas est une véritable tornade. Il ne tient pas en place, il s'ennuie ostensiblement, coupe la parole au professeur, oublie ses cahiers un jour sur deux. Des comportements qui hurlent le TDAH classique en fait. Voilà. Et l'institution scolaire le catalogue très vite, enfant mal élevé, perturbateur, manquant de limites et de discipline. Sauf qu'un professionnel attentif va gratter la surface. Exactement. Et s'apercevoir que ce même Lucas, incapable de rester assis 10 minutes, résout de tête des théorèmes mathématiques prévus pour des élèves ayant 3 ans de plus que lui. Le cas de Lucas montre bien pourquoi un protocole standardisé est voué à l'échec. Parce qu'on passe à côté de l'essentiel. Complètement. Si on se contente de médicaliser son TDAH ou de le punir pour le faire entrer dans un cadre rigide, on va étendre son potentiel. Il va s'étioler. Alors, que faut-il faire? Le véritable accompagnement, clinique, ne cherche pas à forcer ces profils en double exception dans une norme neurotypique. Il cherche à décoder leur propre logique interne. Il s'agit de comprendre comment l'hyperactivité de Lucas est aussi, paradoxalement, le carburant de son arborescence mathématique. Pour lui proposer des stratégies de régulation sur mesure. Voilà, sur mesure. D'accord. Résumons le tableau. On a un cerveau qui perçoit tout son filtre, qui s'épuise à essayer de s'adapter socialement en permanence, Ouais. qui cherche un sens existentiel introuvable et qui doit parfois compenser en secret un trouble de l'attention ou un autisme léger. C'est lourd. Vu sous cet angle, cela ressemble à une véritable condamnation, un fardeau cognitif terrifiant. Et c'est là qu'opère le plus grand renversement de perspective de cette exploration, en fait. Ah bon? Oui, lorsque ce fonctionnement est enfin identifié, compris par la personne et déculpabilisé, il cesse d'être un fardeau. Il devient quoi? Il se révèle être une ressource d'une puissance inouïe. Le haut potentiel devient alors un facteur de résilience spectaculaire. Face aux épreuves de la vie, ces cerveaux ne se contentent pas d'encaisser le choc. Leur capacité à relier les concepts, à voir les structures sous-jacentes des événements, leur permet de donner un sens profond au traumatisme. Et de se reconstruire avec une lucidité que beaucoup leur envient. Absolument. Une lucidité qui s'appuie très souvent sur un phénomène fascinant que l'on retrouve dans ces profils d'ailleurs. La mémoire existentielle ou épisodique à haute définition. Ah oui, c'est très impressionnant. Le témoignage d'Élodie, 35 ans, est d'une précision chirurgicale sur ce point. Elle explique qu'elle n'oublie jamais rien, surtout lorsque les événements sont liés à un sentiment d'injustice. Oui, l'injustice marque très profondément. Des années après une scène marquante, elle ne se souvient pas seulement des faits. Elle se souvient physiquement de l'odeur exacte de la pièce. Elle ressent à nouveau la texture spécifique du pull en laine qu'elle portait. Elle entend la fréquence précise du silence pesant qui a suivi la dispute. C'est vertigineux. Et elle insiste sur un point crucial. Ce n'est pas de la rancœur tenace ou une volonté morbide de ruminer le passé. Non, pas du tout. C'est simplement que son système nerveux a gravé l'événement avec une encre émotionnelle indélébile. C'est le mécanisme de l'amygdale, en fait, le centre émotionnel du cerveau, qui joue ici un rôle d'amplificateur sur la mémoire sensorielle. Ah, l'amygdale. Voilà. Élodie vit véritablement les événements de son passé au présent, en permanence. C'est une richesse intérieure infinie. Mais ça doit être épuisant aussi. Évidemment, cela exige d'apprendre à domestiquer cette intensité.
Pour maintenir l'équilibre du système, il est absolument impératif que ces individus identifient leur propre levier de décompression. Et c'est là qu'il faut se méfier des injonctions classiques au bien-être, non Oh que oui. Parce qu'on lit partout que la solution ultime contre le surmenage mental, c'est de s'asseoir en tailleur sur un tapis de yoga, Mhm. de faire le vide dans son esprit et de méditer. Mais essayez de dire à un cerveau arborescent qui traite 50 informations à la seconde de faire le vide. C'est une torture absolue. L'angoisse grimpe en flèche. Leurs leviers de bien-être peuvent paraître complètement excentriques pour le reste du monde. Totalement. Pour certains, se détendre consistera à plonger dans une frénésie de lecture de 3 heures sur l'histoire de la métallurgie au XIIe siècle. Ouais, un truc hyper spécifique. L'hyperfocalisation sur un sujet obscur ne fatigue pas leur cerveau. Au contraire, elle canalise l'arborescence, elle lui donne une direction unique et apaisante. Cela soulève une question essentielle, peut-être la plus importante de notre échange, non? Tout à fait. Et si, depuis le tout début, le véritable dysfonctionnement n'était pas le haut potentiel? Et si la racine de la souffrance de ces individus n'était rien d'autre que l'injonction dogmatique de notre société à vouloir systématiquement les réparer? Mhm. Les lisser, leur limer les angles pour qu'ils s'emboîtent parfaitement dans des rouages préexistants. C'est la conclusion inévitable de tout ce que nous venons de décortiquer. Ce haut potentiel n'est pas un trophée de supériorité intellectuelle que l'on brandit avec arrogance pour écraser les autres. Sûrement pas. Et ce n'est définitivement pas un trouble mental qu'il conviendrait de soigner avec des camisoles chimiques ou comportementales. C'est un filtre. Un filtre perceptif, surpuissant, complexe, à travers lequel une personne expérimente la réalité. Et la première étape de la libération, c'est de reconnaître l'existence et la validité de cette intelligence différente. Ouais, c'est s'autoriser enfin à poser les armes et à cesser cette lutte épuisante contre sa propre nature. C'est un appel urgent à l'alignement intérieur. Le jour où ces esprits arrêtent de s'excuser d'être trop rapides, trop intenses, trop sensibles ou trop curieux, Ils cessent de gaspiller leur puissance de calcul dans le masquage social. et l'énergie créative qui se libère alors est tout bonnement colossale. Ce qui m'amène à une pensée finale, un brin provocatrice, que je souhaite laisser infuser dans l'esprit de quiconque nous écoute. Je t'écoute. Durant toute cette exploration, nous avons analysé avec minutie les incroyables stratégies de contorsion que doivent déployer les personnes atypiques pour survivre et s'adapter à notre monde neurotypique. Mhm. Mais faisons pivoter la caméra un instant. Imaginons l'inverse. Si, au lieu de forcer ces cerveaux en arborescence à s'amputer d'une partie d'eux-mêmes pour rentrer dans nos systèmes d'éducation rigides ou nos entreprises standardisées, Ouais. nous décidions collectivement d'adapter la société à cette intensité harpée. Si l'on crée des environnements capables de tolérer et d'exploiter cette vitesse de traitement et ce besoin de sens, Ce serait incroyable. face aux crises majeures que traverse notre époque, quelles innovations spectaculaires, quelles solutions inattendues pourrions-nous soudainement débloquer si nous laissions ces moteurs tourner à plein régime? C'est un renversement de paradigme total et c'est probablement là que réside l'évolution nécessaire de notre rapport à l'intelligence humaine. Assurément. Et cela boucle parfaitement avec notre point de départ. Il est sans doute grand temps de cesser de traquer des défaillances imaginaires Mhm. et d'apprendre plutôt à naviguer dans la complexité magnifique, intense et parfois chaotique de la cognition humaine. Merci d'avoir plongé au cœur de cette mécanique avec nous. À très vite pour continuer de déconstruire ce que nous pensons savoir du monde.